J'ai eu la chance et le privilège d'aller dans certains des meilleurs lycées privés internationaux, de voyager le monde. C'est important parce que c'est vraiment une clé que j'utilise en tout cas dans mon networking. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui voient certaines personnes comme des dieux. Nous sommes déjà en contact avec certains des plus gros médias étudiants de France. T'as une ville d'office, mais tu vois, quand les gens ils font que te survalider, etc., forcément toujours une idée à la tête, tu vois. Il a réussi à me transmettre pas mal de valeurs qu'il a su garder au long de sa vie parce que c'était quelqu'un d'honorable. Un immense respect pour tout le monde. Bienvenue à tous sur le premier podcast d'Essential Talk. Aujourd'hui, on se retrouve à Mons avec mes chers amis Louis et Flo. Donc Louis qui est venu de Paris juste pour nous. Mais c'est un plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que t'as fait bon voyage. En Ferrari, non? On est ici dans cet magnifique endroit, dans cette belle université qui nous accueille, avec ces magnifiques voitures aussi qui sont derrière nous. Et pour les tout débuts de ce Essential Talk, Le premier podcast. Voilà. Donc c'est un vrai plaisir et honneur pour moi d'en faire partie. Merci d'être venu en tout cas. Avec plaisir. On va pouvoir parler un peu de tout ton parcours et un peu de tout ce que tu fais actuellement, que les gens sachent un peu. Avec plaisir, écoute. Donc, j'ai 20 ans, donc mon parcours se limite à pas grand chose pour l'instant. c'est pas grave. Mais Je pense j'espère rien, quand même. c'est le début aussi de Ouais. pas mal de choses. Du coup, par rapport à ton âge, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Alors, déjà pour te dire un peu plus sur ce que je fais actuellement, j'ai une passion qui est l'art oratoire et la rhétorique, le débat. Donc, ce qui m'a donné envie de le faire actuellement, c'est la constatation qu'aujourd'hui, dans une société où les jeunes de mon âge, plus jeunes mais aussi un peu plus vieux, n'échangent plus. Il n'y a plus vraiment de dialogue. Le dialogue dans une société qui est de plus en plus polarisée, où les gens ne se regardent pas, ne se parlent pas, n'échangent pas, et quand ils le font, ils finissent par se faire tirer dessus, comme on l'a vu récemment. D'ailleurs, je voulais souhaiter mes condoléances à Charlie Kirk et sa famille. On peut en penser ce qu'on veut, mais cet homme faisait quelque chose que très peu font. Il initiait le débat et l'échange d'idées respectueuses. Encore une fois, on peut penser ce qu'on veut de ces idées, mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans notre société d'aujourd'hui qui est de moins en moins présent, c'est l'échange. J'ai eu la chance et le privilège d'aller dans certains des meilleurs lycées privés, internationaux, de voyager le monde. Je me suis un peu imprégné de plusieurs cultures, y compris celle américaine, aussi la française, aussi l'anglaise. Et dans chacune d'entre elles, encore une fois, il manque cet échange. Parce que dans des écoles, on va t'apprendre à écrire des super bons essais, à faire des belles présentations, à être fort en maths. On va pas t'apprendre à parler. Et non seulement on va pas t'apprendre à parler, on va mal te regarder si tu parles un peu trop. Mais quand on a un avis différent et que ça matche pas, on se fait Tu immédiatement. penses pas que c'est peut-être les difficultés de la société actuelle qui font que les gens ont peur de donner leur avis? Parce que parfois, il y a des personnes qui donnent leur avis et ça crée vraiment beaucoup de challenges, de problèmes peut-être. Alors absolument. Parmi nos produits, on a créé un jeu de cartes intitulé Rhétoricarte. On a créé aussi un cursus scolaire pour les lycées et universités de 36 semaines, intitulé Rhétorique et Oratoria, qui va apprendre aux élèves de A à Z toute la rhétorique, un peu de philosophie sur la morale de cette rhétorique. Et ça venait en fait encore une fois d'une constatation que aussi les gens dans mes classes, c'est pas qu'ils avaient pas d'avis. Nous, les jeunes, on a plein d'avis sur tout, en fait. Parce qu'on est exposé en permanence à des prises de position de X, Y, Z. Encore une fois, on va revenir sur la polarisation. Nos avis sont en permanence renforcés parce que, par exemple, quelqu'un qui est de droite, n'avoir qu'un fil d'actualité que de droite. Même chose pour quelqu'un de gauche ou du centre. Et du coup, nos avis ne sont jamais remis en question. Donc, on a des avis. Ça, on va en revenir. Mais les exprimer, c'est là où ça devient compliqué. Parce que, encore une fois, le regard des autres, comme tu l'as très bien dit, il y a des avis qui peuvent être considérés tabous dans cette société. C'est pour ça que... Et puis, on est noyé d'informations aussi sur les réseaux. Tu vois, il y a tellement d'informations. On sait plus, en tout cas, les jeunes qui utilisent aujourd'hui de plus en plus les réseaux sociaux, comment se positionner. Trop d'infos tue l'info aussi. C'est vrai, mais encore une fois, je pense que les jeunes sont intrinsèquement complexés parce qu'ils n'ont jamais vraiment l'opportunité de s'exprimer. Ils n'ont jamais l'opportunité d'échanger et donc de s'entraîner. Donc c'est comme si, toi, t'adores regarder le football, t'es un fan de football, tu vas au stade tout le temps, t'as une équipe préférée que t'adores, sauf que quand il y a tes potes qui vont faire un foot, comme toi, t'as jamais joué au foot de ta vie, t'as pas envie de te ridiculiser. Donc t'as pas envie d'aller sur le terrain. Et c'est comme les gens qui ont envie de maigrir, qui ont envie de devenir forts, et qui veulent pas aller à la salle parce qu'ils ont peur du regard des autres dans la salle. Ça, c'est une énorme raison pour laquelle les gens ne vont pas à la salle. C'est parce qu'ils ont peur d'être jugés par les autres qui sont autour. C'est la même chose dans une classe. C'est-à-dire la personne à côté de moi qui entend quelque chose qui la fait réagir au plus profond de soi-même, mais sait qu'il y aura toute la classe qui va la juger et la regarder quand elle va s'exprimer pour justement mettre en valeur ce problème, bah elle va pas le faire. Parce que, oh, qu'est-ce qui se passe si je bégaye? Qu'est-ce qui se passe si le prof me recadre, comme on l'a si souvent fait avec moi? Sauf que moi, T'es recadré par tes profs? ah mais moi en permanence. Mais en permanence, je me faisais carrément envoyer au bureau de la direction. J'aurais jamais dit ça de toi. C'est vrai qu'il y a certains avis qui te font, qui te créent des ennuis. Ah oui, non mais vraiment, mais Charlie Kirk, tiens, oui,
Moi, je veux même pas exprimer mon avis de ce que je pense de Charlie Kirk ou de ses positions. Je suis juste heureux d'avoir des gens comme ça dans notre société qui sont ouverts au débat. J'aurais été vraiment une des personnes, si Charlie Kirk était venu dans mon campus, à allé débattre avec lui. J'ai plein de trucs avec lesquels je suis en désaccord. Le débat, c'est génial. Le débat, c'est génial. Parce que là, on parle de politique ou d'idéologie en général. Le débat, c'est la recherche d'idées. C'est la curiosité. Si moi, je suis pas curieux et que je suis convaincu que j'ai seulement raison, je viendrai pas débattre avec toi parce que j'ai rien à gagner. J'ai raison. Mais si je viens débattre vers toi, c'est pour essayer de trouver ton avis. C'est pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière ta pensée, ce qui te fait penser comme ça. D'après moi, de mon humble et très petite expérience que j'ai pour l'instant dans l'entrepreneuriat, c'est la meilleure qualité à avoir chez un entrepreneur. C'est la curiosité. Et puis, il y a tout et son contraire. Donc, c'est ça qui est génial. Tu peux avoir un avis, puis étudier et trouver un contraire à cet avis. Justement, c'est quoi la clé pour toi d'un bon débat? La remise en question et de ne pas être un sophiste. Si on sait qu'on aura toujours raison sur tout, ça sert à rien de débattre. Parce que ça va frustrer l'adversaire. Si je mets en valeur 5 arguments imparables et que la personne en face dit « bah non », sans vraiment de raisonnement, ça va être frustrant pour moi. Ça va être frustrant pour la personne en face parce qu'au fond d'elle, elle va savoir, ah bah, je suis en train de perdre et je sais pas quoi dire et je vais pas me remettre en question, j'ai pas envie de perdre la face devant ces gens qui nous regardent. Donc voilà, là on parle beaucoup du débat, mais encore une fois, ça prend encore de l'amplitude quand on va parler de l'entreprise, des levées de fonds par exemple, des contacts, du réseau. Aujourd'hui, c'est un grand terme, le réseau, qui veut tout et rien dire. Ce qu'on en fait et comment on le cherche. Bah, si tu pouvais parler un peu de ton expérience justement en termes de networking. Les rencontres créent les opportunités selon moi, et sans raison, on n'est rien. Moi, j'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de très bas, et pendant ces moments de difficulté, c'est grâce à mon entourage et grâce à mon réseau que j'en suis sorti finalement. C'est ces gens qui te portent, qui t'amènent des personnes, qui t'amènent des contacts, et un contact t'amène un autre contact qui va t'amener un résultat. Pour moi, la clé, c'est vraiment ça, c'est d'une part ce réseau, et puis, comme tu dis, de rester ouvert d'esprit. Parce que plus tu es ouvert d'esprit, plus tu peux te connecter au monde aussi. Ouais. Donc si on rejoint le monde du débat en même temps que le monde du networking ou du réseau, c'est vraiment ça pour moi, c'est de rester ouvert d'esprit et attirer le maximum de personnes. Vis-à-vis de la curiosité, je vais te raconter une petite anecdote que j'ai vécue du coup. Donc j'étais au stand de l'âge, au salon du supercar. Je me souviens, un événement de supercar à Genève, et j'étais là en tant que vendeur, en tant que représentant de la marque. Si vous voulez, pour vous faire visualiser un peu, c'est un peu comme ici. Sauf que dans les supercar shows, on a vraiment des paddocks. Donc on a des grandes tentes avec une voiture exposée, avec des barrières autour pour faire un peu VIP. Donc il y a souvent pas des touristes, mais des gens, pas des acheteurs qui sont autour, qui sont juste là pour admirer les voitures, comme on peut voir ici par exemple. Et mon rôle, c'est de vendre. Donc en soi, je suis supposé spotter les gens qui peuvent être des acheteurs potentiels. Je veux pas faire de stéréotypes, parce que vous n'imaginerez pas le type d'acheteur qu'on a pu avoir de l'âge. On peut être étonné, hein. Une voiture à... Et on se dit, waouh, c'est quoi ce à quoi on s'attendait finalement. C'est ça, parce qu'on s'attend... En fait, quand on regarde par exemple sur YouTube ou sur TikTok des gens avec des hypercars, on voit le mec arriver bling bling, comme ça, ou en costard cravate. Qui sont chill en vrai. Alors que, par exemple, un de nos acheteurs, je te jure, tu l'aurais vu sur le stand, on n'aurait pas dit un acheteur d'hypercar. C'est quoi l'acheteur type alors Je vais en dire plus. Pour distinguer quelqu'un qui est sérieux, pour acheter la voiture, faut pas regarder les affaires. On s'en fout de ce qu'il porte, seulement comment il se comporte. Le mec qui est comme un fou autour de la voiture, waouh, incroyable, hein, c'est sûrement pas un acheteur de hypercar, parce qu'en général, c'est triste à dire, mais les gens qui en ont déjà acheté ou qui ont les moyens d'en acheter sont souvent blasés. Ils sont insensibles à la voiture. Sont assez blasés, vont venir regarder, ils vont dire, ah, pas mal, excellent, bon, regardez. Ou sinon, il y a celui qui va rester un peu en arrière et qui va observer. Un petit peu, silencieusement. Et lui, ça se voit que il est en train de réfléchir. En fait. Il est en train de faire des calculs dans sa tête. En cette l'occurrence, à Genève, je vois un père et son fils. Et je me dis, c'est pas des acheteurs, mais le fils a 5 ans. Et je vois qu'il est panne totale de voiture. Et du coup, je leur dis, allez, venez, je vous fais faire le tour. Je fais monter le fils dans la voiture. J'ouvre le cockpit de la voiture parce que c'est une voiture qui a un cockpit. Du coup, c'est totalement lunaire. Et à la fin, ils sont tous les deux hyper contents. Ils me disent, ah, merci beaucoup et tout. Et je dis au père, excusez-moi, monsieur. Si ce n'est pas indiscret, que faites-vous comme cœur de métier? Et le père, il me dit, écoute, je suis secrétaire général, je vais pas dire de quoi, mais d'une grande université à Genève. Et donc pour moi, c'était une porte immense qui s'ouvrait, parce que du coup, on vend un cursus pour les écoles. Incroyable. Les universités. Et ensuite, dans la foulée, il y a un autre couple qui arrive, encore une fois, je savais que c'était voilà, mais ils connaissaient la famille, ils disaient, ah, ça c'est la voiture, et puis et tout, on adore la famille, donc moi j'ai dit, moi, alors vous, je vous aime, vous rentrez, c'est la famille. Donc j'aurais encore fait le tour. Et la dame était professeure. Donc encore une fois, c'est un super contact pour nous dans les écoles. Forcément. Et donc ça, c'est des portes qui s'ouvrent. Et donc tu vois, c'est... Pire, c'est à quoi tu penses, tu vois. Donc ça vient d'aucune intention concrète de gain. Moi, quand je fais ça, c'est pas pour le gain. C'est juste parce qu'on est humain et que des fois, on fait des actions pour le kiff de faire plaisir aux autres. Par contre, si tu te fermes l'esprit, tu risques de perdre.
Bien sûr. Tu arrives et tu dis je suis là pour vendre ma voiture et puis finalement tu oublies tout C'est ce ça. autour. Est-ce que ça peut t'apporter plus tard? Et Les bien personnes sûr. en contact peuvent venir sur une opportunité future aussi. Mais oui, mais je vois surtout tellement de gens qui se prennent trop au sérieux sur. Bah, c'est moins authentique et finalement tu vends peut-être moins bien quand t'es trop commercial. Moi, j'ai un des meilleurs businessmen que je connais, qui s'appelle Ryan. C'est le mec le plus détente au monde. Ah ouais, ça c'est clair. Tu vois, il arrive chill comme ça, ouais, ça va, nanana, comment tu vas et tout. Il tutoie la terre entière. Il connaît un tas de gens. Il a connaît un un- réseau. Mais justement, tu vois, c'est pour ça, c'est parce que le mec qui a l'habitude de se faire approcher par des costards cravates comme moi, qui le vous voit à longueur de journée, qui essaye, tu vois, d'être ultra poli et tout, le mec il se sent comme si c'est purement business et tout, donc on va vraiment pas tisser le lien. Et si t'as un mec, tu vois, comme Ryan, qui arrive et qui va vraiment prendre la chose à la légère, tu peux être, je sais pas quoi, Arnaud, et tu peux à la fois être Louis, et tu vas être traité de la même manière, toujours dans le respect, bien évidemment, et dans la cordialité. Ça va tisser des liens beaucoup Mais sans je que... vous dis, c'est important parce que c'est vraiment une clé que j'utilise en tout cas dans mon networking. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui voient certaines personnes comme des dieux. Tu vois, oh mon Dieu, c'est incroyable, tu rencontres telle personne ou telle personne. En fait, la clé, c'est d'être direct. Parce que ces gens, ils ont l'habitude d'être entourés par des gens qui vont, surtout quand ils ont de l'argent, qui vont être là pour des opportunités, qui vont être là pour de l'intérêt. Si toi, t'es là pour une connexion réelle et que tu leur apportes réellement de l'amitié, en fait, finalement, vraiment un contact humain, ces gens vont être contents, tu vas avoir une vraie relation et c'est par des vraies relations que tu obtiens de vraies opportunités, de vrais deals, finalement. Et c'est ça qui est important. Il y a un mec aux US qui a fait School of Hard Knocks. School of Hard Knocks, c'est un média qu'il a lancé, où vous devez déjà connaître si vous regardez Essential Talk, mais et que vous parlez anglais. C'est un mec qui, totalement normal, prenait un petit micro, son téléphone, et qui se baladait dans les rues ultra riches de Miami, de Los Angeles, et qui allait demander aux gens dans la rue, qui sortaient de belles voitures, comment êtes-vous devenu millionnaire, qu'est-ce qui vous a rendu riche? Et juste une question très basique d'un mec jeune, en fait, le mec en face, il va vouloir l'aider. Il va se dire, ah bon, là, c'est un truc à la légère, il me demande pas de m'asseoir, là, c'est debout, je vais pouvoir déballer. C'est à la légère et c'est dans ces moments-là où la personne en face est en confiance, où vous lui cachez pas ce que vous voulez. Vous êtes juste curieux de connaître, en fait, cette personne-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle va s'ouvrir à vous, de mon expérience, et qu'elle va dévoiler des choses, des tips, des astuces que vous n'aurez d'aucune autre manière. Parce que là, par exemple, si j'étais allé prendre un des mecs de Ferrari et de lui dire « Allez, viens, tu vas monter, tu vas t'asseoir, je vais te faire un podcast. » Non, allez, bonjour monsieur. Et il va sentir sous pression, il je va vais pas vous faire un avoir... podcast, ça va être filmé avec 3 caméras, 3 micros, hyper haute qualité, vous en faites pas, ça va être très bien pour votre image. Non, il s'en fout. Alors que t'arrives, on va essayer tout à l'heure en plus. Ouais, bien sûr. Alors que t'arrives, comment es-tu devenu millionnaire? C'est direct, tu vois. Il préfère ça, il Direct, préfère ça. Le côté direct fonctionne très bien. Direct et connexion humaine. Ah, c'est clair. Deux choses importantes sur moi. Après, il y a des mecs qui l'aiment pas. Après, ça passe, ça casse. La génération au-dessus, C'est ça que j'allais dire, c'est en fonction des générations. voilà, aime aussi être respecté d'une autre manière que les jeunes, par exemple. Mais C'est deux tu façons peux d'aborder différentes. respectueux en étant quand même direct et en ayant une vraie relation. C'est ça qui est important. Ouais. Après, il y a la manière de se comporter aussi qui est important en fonction des générations. Maintenant, nous, les jeunes, on est un peu chill, quoi. Donc, Mais je pense que c'est l'indifférence qui fonctionne vraiment dans le réseau. Enfin, Ouais. Quand tu regardes un peu, il y a des personnes qui pèsent vraiment un petit peu ou elles aiment bien que tu les approches et que tu fasses pas le fan. Donc, tu vois, c'est comme les stars, en fait. Est-ce que tu peux un peu nous présenter du coup ton jeu, peut-être Est-ce que t'en as pris un avec Bah écoute, j'en ai toujours un sur moi. Tu vois, nous, on a des cartes de visite. Louis, il a des jeux sur lui. Des rhétoricards. Voilà, voilà, c'est dit, mon jeu s'appelle Rhétoricart. Il a teasé ça son serait jeu. important en vrai d'avoir une carte pour faire un débat partout où tu vas, tu vois. Bah, il y en a 40. Bah, c'est justement le concept qu'on va faire en France. On a 40 avec, cartes. avec son jeu. Voilà. On a 40 cartes, Rhétoricartes, sur 4 catégories différentes. Ok. Donc, c'est pour, par exemple, plusieurs scénarios différents. Disons, là, on est assis, oubliez les micros, les caméras. On est assis tous les trois entre potes, en train d'avoir une petite conversation. Vous êtes plutôt quoi ce soir? Vous êtes plutôt philo, plutôt socio-économique, plutôt polémique ou plutôt absurde? Moi, je suis plutôt polémique, en vrai. et absurde. Moi. Ouais. Toi, t'es plutôt absurde? Bon, pour éviter la censure, on va partir sur l'absurde pour ce soir. Donc voilà. On va prendre un petit sujet absurde. Ok. Bon, celui-là, je l'aime bien. C'est la petite souris est une délinquante ou la petite souris est dans son bon droit. Ok. Donc là, on a les faces des cartes avec chaque face une jolie petite illustration et en dessous, tous les arguments qui vont avec. Ok. Donc par exemple, dans le côté qui dit la petite souris est dans son bon droit, dans l'argument numéro 3, on peut voir la petite souris contribue au développement de l'imagination créatrice des enfants et à leur sens du commerce, entre parenthèses, en échangeant leurs dents de lait contre des petites pièces. Donc là, maintenant que j'ai lu et compris l'argument, je vais devoir le mettre en forme, le mettre en valeur et devenir convaincant en utilisant cet argument.
ainsi que les 4 autres. Ne voyez-vous pas que la petite souris est dans son bon droit pour une simple et bonne raison, pour commencer, qu'en faisant ce qu'elle fait, elle contribue positivement au développement de l'imagination créative et commerçante des enfants. Parce que non seulement ils peuvent maintenant s'imaginer une espèce de créature aussi drôle que mignonne venir auprès d'eux, ça renforce leur lien aux animaux peut-être. Ça va sûrement baisser la peur que les enfants peuvent avoir des souris ou des rats. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont tous peur de ça, alors que c'est offensif. Mais en plus de ça, ça instaure un vrai sens du commerce. Vous savez que moi, j'ai blanchi de l'argent. Et je dis ça très sérieusement. Parce que quand j'avais 2 ans et demi, et que mon père m'avait prêté une pièce de 2 euros, j'ai perdu une dent, et sous mon lit le lendemain, j'ai dit à mes parents que j'avais trouvé 4 euros. Sauf que mon père a dit à ma mère, mais t'as mis 4 euros? Pourquoi tu mets pas 2 euros comme d'habitude? Et là, ma mère lui a dit, mais si, j'ai mis 2 euros. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, j'avais pris les 2 euros qu'ils m'avaient prêtés juste avant, et que je les avais blanchis en disant que c'était la petite souris qui me les avait dit, qui me les avait donnés. Ok. Et donc, ça m'a permis de faire une première expérience de blanchiment d'argent à 2 ans et demi. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ils me les ont pris toutes les deux pour me montrer la leçon. Et donc depuis, je suis pas prêt de T'es recommencer. puni par l'État par an, quoi. C'est ça. T'es puni par l'État par an. L'état parental. Parce que tu veux t'y prêter un coup. Allez, vas-y, je fais le test. Donc tu choisis un côté, tu choisis un argument et tu vas essayer de le mettre en valeur. Donc là, je peux choisir n'importe quel paragraphe. Choisis un argument, ouais. Ok. Il est en train de se dire comment est-ce que je vais faire ça. Là, ça parle de commission et de millions, donc ça me parle bien. Il faudrait ouvrir une commission d'enquête pour savoir ce que la petite souris fait des millions de dents de lait qu'elle collecte depuis le temps qu'elle opère. Son opération doit être extrêmement rentable. Donc là, je suis censé argumenter là-dessus. Là, il faut que tu le mettes en valeur. Là, c'est une phrase, tu vois. C'est une phrase, bon, qui est un peu tournée vers l'humour. Parce qu'on doit faire comprendre que c'est de l'humour. Mais maintenant, c'est à toi de le rendre convaincant. Faudra que je vienne en avec toi. J'imagine que la petite souris fait partie d'un cartel. Et donc, que cette petite souris blanchit les dents. J'ai pas bien compris le concept. Il faut qu'il soit convaincant. Oui, ok, mais donc en fait, t'as le paragraphe. Donc tu lis ce paragraphe. Ouais. Mais ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Ensuite, tu vas le mettre en valeur. Donc là, ton argument, c'était que la petite souris faisait partie... on se demande où est-ce qu'elle met tout son argent, est-ce qu'elle est défiscalisée, comment elle s'en sort. Parce que quand même, il y a des tas d'enfants qui perdent leurs dents. Et si elle a l'argent pour leur donner des pièces à chaque fois... Donc en fait, tu dois réemballer en fait Voilà. ce que tu lis. Tu dois le réemballer. Ok. Là, il faut que tu dises... Ok, j'avais pas compris. On ne pose jamais la question de qu'est-ce qu'elle fait avec ses dents. C'est pas un peu un trafic d'humains ce qu'elle est en train de faire. Et je comprends. Personne s'est posé cette question là-dessus. Oui, mais un peu, on sent qu'il est mauvais pardon parce qu'il nous amène un jeu où il sait qu'il va gagner, tu vois. Je vais leur en lire un autre, c'est pas grave. La souris pénètre dans les foyers sans autorisation explicite, donc nécessairement par infraction. La souris, on a dit dans ce cas-ci, doit être une voleuse, donc une voleuse de dents. Avec ces dents-là, elle doit probablement l'air. Faut révolter, dénonce, accuse. Imagine que C'est Cyril, elle les souris. Elle rentre par effraction. c'est Cyril, bats-toi, vas-y. Alors déjà, demain, tu vas te calmer. C'est Cyril la souris, il meurt. En fait, la souris, elle s'appelle Monsieur Pasque. Elle est là pour récolter les dents afin d'avoir de l'argent. Ouais. Elle monétise ses dents. C'est honteux. Et après, elle fait crédit auprès des autres souris pour toucher des intérêts sur les dents qu'elle... Mais non. J'imagine que c'est probablement ça qu'elle fait, tu vois. Ouais, c'est C'est révoltant. révoltant parce que du coup, elle vole et derrière, elle prête et elle prend les intérêts. Et donc maintenant, c'est à moi de répondre. Aucune loi n'interdit que la petite souris de collecter les dents de lait. Son activité est donc opérée dans un cadre parfaitement légal. Mais enfin, comment ça être révolté alors qu'aucune loi ne l'empêche de le faire? Elle contribue au développement intellectuel des enfants. Elle leur apprend le commerce. Elle affaiblit la peur des souris. Donc, c'est quoi le problème? Tout ça sans autorisation. Oui, mais il n'y a pas de loi. Donc, bon, vous avez compris le principe du jeu. C'est des arguments qui, en général, viennent de dialogues de politiciens. Certaines fois, c'est des choses qu'on trouve dans des magazines, dans des journaux. Ok. C'est des arguments qu'on trouve bien pour être employés de manière rhétorique. Donc, c'est pas toujours 100% réel. Il faut pas le prendre comme vérité absolue. C'est bien parce que ça renforce la culture générale sur les courants et les idéaux politiques. Par exemple, pour cette catégorie, la polémique, c'est des vrais gros clashs quasiment historiques qu'on va mettre en avant, des clashs surtout tabous, comme le sujet LGBT+. C'est bien que tu permets de pouvoir parler de plein de sujets différents, surtout. Absolument. Ça serait bête C'est ça. de se fermer à un seul sujet parce que tu penses que ça fera polémique ou pas. Ouais. Mais donc, surtout, qui a créé ces questions, qui a choisi les thèmes, etc. Les thèmes, j'ai fait partie des gens qui les ont choisis avec mon cofondateur Marco. Il faudra qu'on revienne sur la partie des associés parce que c'est la partie la plus importante dans l'entrepreneuriat d'après moi. Les arguments viennent d'une équipe. On a été à peu près 8 à travailler dessus. Sur la rédaction des cartes, c'est mon meilleur ami Edern
qui les a écrits. Il est sorti d'école préparatoire aux grandes écoles en lettres, Hippocagne et Cagne. S'il y a des étudiants de Cagne et d'Hippocagne qui regardent, je vous salue parce que vous êtes courageux. C'est pas des études faciles, loin de ça. Mais au moins vous en sortez avec un vrai niveau de français et une vraie mentalité de travail nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes travaillent moins. Je le vois autour de moi, c'est très 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 difficile de trouver des jeunes compétents qui sont prêts à vraiment travailler. Mais c'est toute cette nouvelle génération, tu vois, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Et ça crée un changement. Bien sûr, mais même je vois chez moi, certaines personnes. Je le vois chez moi aussi. En l'espace d'1 an et demi, je suis passé de me forcer à relire 5 fois mes messages, mais en faisant ça, améliorer mon français, qui est loin d'être parfait, améliorer mon écriture, ma réflexion, à passer 30 secondes sur un message, le passer dans le chat GPT pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute, et ensuite l'envoyer à la personne. Et puis avec les nouvelles intelligences artificielles comme Apple Intelligence, il écrit les réponses à ta place aussi. Ah oui. Donc c'est dingue. Hein. Non, mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a beaucoup de moins en moins de personnes qui sont motivées à travailler, il y a plus cet engagement, en fait, parce qu'il y a aussi l'argent facile. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont vers des secteurs qui sont, voilà, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent juste en te développant, finalement. Aussi, je pense qu'il n'y a plus vraiment de motivation intrinsèque à se bouger. Parce qu'aujourd'hui, le divertissement infini est devenu accessible à tous. Le divertissement infini, c'est le fait de pouvoir allumer sa Play, sa Xbox, et de pouvoir être diverti pendant autant de temps que nécessaire. Et donc, tout ce qu'il nous faut réellement, c'est assez d'argent pour survivre. Oui, est accessible. Et la dopamine infinie. Le nouveau PC. Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de voyager? Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir une belle voiture? Si dans le jeu, j'ai ma belle voiture. Et même moi, je sais que beaucoup de mon enfance, j'ai été limité dans ma croissance à cause des réseaux sociaux, à cause des jeux vidéo. J'y joue encore de temps en temps parce que je suis un peu un geek. J'aime bien tout ce qui est tech. Là, par exemple, j'ai acheté un PC. C'est super parce que c'est un rêve d'enfance d'avoir un PC. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, ça fait 1 mois et demi que j'ai et j'ai pu ouvrir des jeux une fois. En 1 mois et demi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, enfin, je vais pouvoir jouer et tout. Une fois, j'ai pu ouvrir un jeu pour y jouer 1h30, en fait. En fait, je pense qu'on manque de créativité aussi. L'ennui, c'est ce qui crée la créativité. Quand tu t'ennuies, tu peux réfléchir et penser à d'autres choses. Ouais. Alors, étant donné qu'on a beaucoup de choses accessibles aujourd'hui, donc tu peux avoir des milliers d'applications sur un seul smartphone. Ouais. Donc, tu vas toujours trouver quelque chose à faire. Hein. Ouais. Et donc, le jeune, il veut absolument que ce soit rapide, accessible et avoir toujours quelque chose à faire, être toujours occupé, plein d'activités. Et donc, si on n'a plus ce moment d'ennui, il y a plus cette créativité. Donc, voilà. Bien sûr. On prend tout le temps pour se développer. C'est la méthode de consommation qui a changé aussi. C'est que maintenant, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus rapide. Et je pense que c'est comme ça. Tout le monde est comme ça maintenant actuellement. C'est quand t'as faim, tu peux commander sur Uber Eats. Quand t'as soif, pareil. T'attends quelque chose, tu peux te faire livrer. Enfin, toi, tout est à portée de main et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre de temps qu'on passe vraiment sur l'hôtel. Moi, là, la semaine dernière, j'ai tout enlevé. Même YouTube, j'ai enlevé parce que si t'enlèves... Comment tu vas voir notre podcast, alors? Voilà, mais si t'enlèves Instagram, tu passes sur Snapchat. Si t'enlèves Snapchat, là, tu passes sur TikTok. Si t'enlèves TikTok, là, tu passes sur YouTube Shorts. Il y a une vraie technique. Et moi, ça, j'ai fait ça ça fait 4 ans que je fais ça. En gros, moi, j'ai aucune notification sur mon téléphone. Et donc, en gros, ça m'a fait passer allez, je devais être peut-être 8 heures par jour sur mon téléphone, par exemple. En fait, vu que j'ai aucune notification, j'y vais que quand j'ai envie d'y aller, tu vois. Ça. Je suis pas l'esclave des notifications des réseaux sociaux. Dès qu'il y a une notification, tu y vas, ça, tu te connectes, dès qu'il y a un message. C'est ça, en fait, je vais être occupé. Peut-être qu'à un moment donné, je m'ennuie un peu. Si j'ai rien à faire, je vais aller sur Instagram. Et là, je vais aller dessus parce que je m'ennuie. Mais je vais pas aller parce que j'ai une notification. Et donc, dès que j'ai un message, je vais pas aller voir, en fait. Je vais aller 1 fois ou 2 fois à chaque fois et peut-être 2 fois par jour, même pas, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'ai 5 heures de moyenne, sur mon téléphone. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, ouais. Non, c'est pas. Par rapport à moi, je dois avoir plus de 10 heures, ouais. Ah ouais, c'est par jour. Wow. Après, moi, je pense que c'est ça, tu vois. des 10 heures parce que tu travailles aussi. C'est un peu pour à mon avis, terminer sur ce sujet-là. Je pense que les gens n'arrivent plus à avancer parce qu'il y a tellement de choix. Ouais. En fait, ça les paralyse, tu vois. T'as tellement de choix, tu sais plus où regarder et tu perds énormément de temps, que ce soit sur les réseaux ou en contact. Et donc, je pense que ça te paralyse un peu et que, à part ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont vraiment une vraie motivation derrière, ou qui ont une douleur aussi, tu vois, parce que c'est la douleur qui construit aussi ta motivation. C'est clair. Mais d'ailleurs, Louis, qu'est-ce qui te donne la dalle? Qu'est-ce qui te motive à développer ce projet? Est-ce que t'as la dalle du débutant? Ce qui me donne la dalle, c'est une bonne question et honnêtement, je sais pas vraiment. Qu'est-ce qui fait que tu fais des réunions jusqu'à pas d'heure? Ça, c'est juste parce que j'ai envie de faire réussir mon projet et que je pense honnêtement que c'est un besoin que la société a. C'est mon premier business. Je pense que je vais en faire plusieurs parce que c'est ma passion et que j'aime créer. Le but de l'entrepreneur, c'est... Après, il y a les dropshippers. Mais le but de l'entrepreneur, c'est de créer un truc. C'est d'arriver avec une idée, de créer un truc et de le faire vivre, de donner envie aux gens de le faire et de leur montrer les avantages que ça va amener chez eux. Moi, ce que j'essaie de faire avec ce jeu, mais aussi avec le programme des écoles,
c'est vraiment de redonner la parole aux jeunes. On s'est basé, si vous voulez savoir, comme business model, pour les cartes, on a étudié une entreprise qui s'appelle Pipdex, Pipdecks, qui fait des jeux de cartes pour apprendre à brander, faire du copywriting, faire des travaux d'équipe, etc., etc. Leur jeu de cartes, c'est le même que le mien. Je vais pas me cacher qu'on s'est beaucoup fortement inspiré d'eux sur le design. On s'est inspiré d'eux sur le design. Pas réinventer la roue. Hein. Pour une qualité similaire à la nôtre sur les cartes, ils vendent leur jeu, enfin leur paquet de cartes, 220 €. Moi, j'ai acheté leur jeu 220 €. Donc un paquet comme ça, 220 €. Ouais, ok, le packaging à l'extérieur, c'est du vrai gros carton. Ok. Mais les cartes à l'intérieur, c'est exactement la même chose parce qu'on a pris le même grammage et la même dimension. Et c'est Oui, il y a une vraie étude. ouais, ça, il y a une valeur dans les cartes qui utilisent ce prix-là. C'est ça. Mais donc, tu vois, eux, leur audience, les ressources humaines de l'entreprise, qui vont acheter ça, mais pas avec leur carte perso, qui vont acheter ça pour les équipes de leur entreprise, pour qu'ils jouent ensemble. Non. Donc, c'est vraiment très restreint comme pédagogie. Ça ne s'étend qu'à un certain groupe de personnes qui sont dans un certain milieu. On a mis le prix à 22,92. Ça nous donne une marge assez fine. Vraiment même très fine. Pour une startup, en général, les startups aiment avoir des grosses marges sur un produit, surtout sur les monoproduits. Mais la raison pour laquelle nous, on a fait ce produit-là, on l'a pressé à ce prix-là, c'est pour le rendre accessible aux étudiants. Parce que c'est vraiment... réel impact. Voilà. Nombre de C'est une mission vraiment qu'on s'est donnée. Même si l'impact, il est pas très grand parce que c'est pas facile à marketer. On peut en parler d'un peu l'expérience qu'on a eu avec ça. Un jeu comme celui-ci, c'est pas facile à marketer. Mais il faut aussi le rendre accessible parce que à partir de 25, 50, ils nous ont tous dit au moins 50 €. Ce jeu-là, il vaut au moins 50 €. Oui, il y a des vraies questions. Il y a des... Et parce que à cause de la matière grise qu'il y a dedans, en fait. Pour ce même prix, on peut trouver des jeux comme Débat Nul. C'est pas mon truc, mais ça peut être drôle. On pourrait rajouter une petite catégorie des banules, tu vois, pour s'entraîner. Ben, enfin, ça, pour être honnête, c'est un peu ce qu'on avait avec la catégorie absurde. C'est ça. Absurde, c'était aussi pour rendre le jeu plus accessible dans les moments plus détentes. Comme ça, on peut débattre de sujets plus relax, mais en essayant d'y mettre de la matière grise. Parce que comment est-ce que tu vas rendre convaincant la petite souris qui est une délinquante, tu vois? Mais tu vois, c'est challengeant de réussir à rendre convaincant un sujet aussi délire que celui-là. C'est vrai que c'est super. Alors que dire, ouais, dans le Nord, on dit chocolat, je sais pas au chocolat, alors que dans le Sud, on dit chocolatine, voilà, merci, fin du débat, tu vois. Bah, t'as pensé à tous ces gens qui vont se disputer avec ton jeu? Qui vont s'égorger, ouais. On est en train d'organiser avec Speak Elite la plus grande compétition nationale de débat étudiant de France. Elle sera intitulée après les Rhétoricartes, donc ce jeu de cartes, parce que tous les débats qui seront faits dans cette compétition, qui jugeront du gagnant, des gagnants, seront basés sur les Rhétoricartes. Donc on s'attend à avoir entre 1500 et 2000 inscriptions, idéalement, et on va seulement retenir 32 de ces inscriptions pour donner cette scène aux meilleurs de France, dans la tranche des 18-25 ans, qui sont en études et qui ont envie de faire valoir leurs paroles. Et qu'est-ce que gagne le meilleur? Alors, c'est vrai que tu fais bien de demander ça, parce que concrètement, qu'est-ce qui nous permet d'ambitionner d'être la plus grande compétition de débat de France? C'est en partie les prix qu'on va distribuer. En tout, à peu près 10 000 € de prix. Ok. Pour les participants, la première place aura aux alentours des 5 000 et quelques. Et ensuite, c'est distribué avec les 2 prochains, les 4 prochains, les 3 prochains. Ce qui nous rend aussi particulier, c'est la médiatisation qu'on va avoir. Nous sommes déjà en contact avec certains des plus gros médias étudiants de France, comme par exemple un super partenaire qu'on a. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissant de leur fondateur et PDG que je recommande à fond de faire venir sur ce podcast, dans Zerudi, qui est très jeune, qui a à peu près notre âge. Ok. Et qui sort de grande école et qui direct s'est mis au taf et qui a fait son entreprise et qui aujourd'hui cartonne. Il est en tête d'un groupe de 11 médias, si je me souviens bien. Et parmi ceux-là sont certains des plus gros, surtout dans la sphère étudiante, avec Mister Prépa et plein de grandes écoles, qui sont des médias de référence dans les sphères étudiantes. Donc il y a lui qui nous suit très étroitement. On va faire une vidéo officielle d'annonce là dans les prochains jours ensemble. Et on a un jury d'exception. On a dedans, par exemple, Pierre Faury, Super intéressant. qui est une des figures Sur les réseaux, c'est vraiment top. ça tu connais bien, c'est une des figures de l'éloquence en France. Nous sommes très reconnaissants de l'avoir avec nous et d'autres personnes, hein, bien évidemment. On a aussi Dorian qui fera partie du jury, on a Fabrice Epstein qui normalement devrait être disponible pour faire partie du jury. Voilà, il était secrétaire de la conférence, qui est un des plus hauts grades et reconnaissance d'avocat qu'on peut avoir. Et on a aussi une dame qui s'appelle Florence Bosque, médaillée de la Légion d'honneur et qui a été co-directrice du lycée Janine Manuel, qui est le plus prestigieux en termes de lycée international en France. Et donc, on a une vraie diversité dans le board, Ça va être sympa. dans le board du jury. Comment t'as fait pour avoir ces personnes alors dans ton jury? C'est des histoires totalement assez lunaires certaines fois, assez C'est ça qu'on aime. assez lambda d'autres fois. Madame Boss, par exemple, c'est elle qui m'avait fait passer mon entretien pour l'école Janine Manuel, que j'avais raté, mais j'ai quand même gardé ce contact. Ok, bah. Parce que c'était une dame que j'avais trouvée charmante. Après, Dorian, je l'ai rencontré à travers Edern, parce qu'il était à l'EM Lyon Edern aussi, donc
Ils se sont rencontrés là-bas, et Dan lui a pitché le projet Speak Elite. Il a raisonné avec, et donc on est en contact aujourd'hui. Fabrice Epstein, je l'ai rencontré à travers un investisseur qui me l'a présenté. C'est aussi un professeur de l'ESCP là où j'étudie, donc ça aide. Et enfin Pierre Foury, je l'ai rencontré une première fois à un événement organisé par une association de l'ESCP où je suis juste allé les saluer pour lui dire que j'appréciais énormément ce qu'ils faisaient pour essayer de rendre encore une fois l'éloquence et les arts oratoires accessibles à cette nouvelle génération. Et ensuite, une deuxième fois, je l'ai revu à une autre soirée. Cette fois-ci, c'était dans un business club. Il avait fait un petit discours là-bas, j'y suis allé. Ensuite, on a pu échanger en beaucoup plus de longueur. On n'a pas encore l'opportunité de se côtoyer tous les jours, mais c'est quelqu'un de vraiment bien. Et ce qui est cool avec toutes ces personnes-là, c'est des gens qui ont réussi à garder les pieds à terre, malgré des fois les statuts assez élevés, parce que je vous parle de ça dans ce bord de jeu, et je dis pas toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont des statuts élevés gardent les pieds à terre, pas du tout, et loin de ça. Je pense, Agnès, c'est aussi une question d'éducation, tu vois. Si quand t'étais jeune, t'as reçu un minimum d'éducation financière ou un minimum de valeur par rapport à l'argent, quand tu vas en avoir, ou si t'en avais déjà et que t'en as encore plus, je peux pas... Parce que ça amplifie qui tu es au final, hein, parce que ça se dépend de ton Ouais, c'est ça, mais personnalité. si déjà à la base, t'avais reçu une éducation par rapport à ça, bah, tu sais déjà comment le gérer. Non, mais je pense que c'est surtout l'humilité, être humble, c'est important. C'est vrai qu'on vient de milieux un peu différents aussi, chacun a son milieu. Donc moi, je viens d'un milieu plus modeste. J'en ai fait une chouette éducation, mais pas financière. On n'a pas parlé de business, on n'a pas parlé d'entrepreneuriat. Je pense que je suis le seul dans ma famille qui développe des projets aujourd'hui. Mais l'humilité ou le côté humble, il vient de toi-même, en fait, finalement. Et l'argent ou les projets vont amplifier qui tu es. Après, il faut équilibrer. Parce qu'être trop bon ou être trop mauvais, il faudra un juste milieu. Ouais, c'est toujours le juste milieu. Hein. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, mais les personnes qui généralement deviennent mauvaises avec de l'argent, c'est généralement des personnes, soit ils ont pas confiance en eux, ouais, et que grâce à l'argent, bah ils peuvent avoir plus de visibilité, plus de vues, et c'est ça, tu vois, ça comble un manque. Non, mais même qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, parce qu'au final ils ont personne à impressionner, et donc on voit leur vraie personnalité déborder de ça. Mais aussi l'argent corrompt profondément l'être humain. Et l'argent qui a énormément d'argent, l'argent et le pouvoir, exactement. Quelqu'un qui a énormément d'argent va se faire corrompre, même si c'est pas forcément par l'argent en lui-même. Mais un humain normalement constitué, quand il est entouré d'une espèce de cour, d'une espèce de harem, qui va venir lui cirer les pompes à chaque petite blague qu'il va faire, il y a tout le monde qui va se mettre à rigoler, parce qu'en fait c'est pas vraiment des amis, il va devoir se méfier de tout le monde. Parce qu'il sait que la personne qui est à côté, qui est en train de rigoler ou sourire à ses blagues ou essayer d'être gentil, elle a sûrement un truc à la tête, elle est sûrement là par intérêt. Parce que quand on a 1 milliard d'euros, par exemple Elon Musk, il peut se permettre de dire ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il n'a jamais l'habitude que les gens autour de lui fassent oh! Ou fassent mais t'es malade. Parce qu'en fait, tout le monde autour de lui va lui dire c'est bien, non, c'est très bien. D'ailleurs, je peux te prendre une petite Tesla par là, s'il te plaît. Non, je veux pas celle-là, je veux l'autre. Mais ces gens-là, ça doit être difficile parce que tout le monde est tellement en train de valider tout ce qu'ils font que je pense qu'il y a plus de limite et ça devient compliqué parce qu'ils ont plus d'avis. Moi, j'ai eu ça dans la société que j'ai développée par le passé. Tout le monde me disait que c'était bien. Florent, c'est cool ce que tu fais. Et donc, je voyais plus les erreurs. Et on se retrouve très seul finalement. Ouais. Tu parlais de débat au départ. Je trouve ça bien que les gens viennent te confronter. Ouais. Bon. Parfois, j'en ai voulu à des personnes qui ont été trop dures, qui m'ont dit ton projet ça va pas marcher, qui ont été hyper insultants. Et finalement, je me dis avec du recul, je préférais ces personnes-là qui ont été directes, qui m'auraient permis de me remettre en question. Mais comme j'ai été noyé de positif par des gens qui finalement te voient parce que soit t'as de l'argent, soit t'as des projets, soit t'as une sorte de réussite ou les contacts. En fait, finalement, ils viennent chercher chez toi une partie de toi. Ils viennent pas t'apporter des choses, ils viennent chercher quelque chose. Ils font tu vois. Le problème, c'est que quand t'as dû le vivre d'office, mais tu vois, quand les gens, ils font que te survalider, etc., ils savent très bien, ils ont forcément toujours une idée dans la tête, tu vois. Encore une fois, je pense que ça, c'est un des facteurs les plus importants, de savoir s'entourer des personnes qui vont te rentrer dedans et te dire la vérité. Un petit exemple comme ça, pour parler de la compétition, du coup. Et dernier mois, donc encore une fois, mon associé et mon meilleur ami, on a travaillé une nuit entière sur une présentation qu'on a envoyée à Dorian, du coup, Zero Deal, mon ami des médias, qui devait détailler notre événement. C'était un document pour les médias et pour le grand public. 18h, on a commencé et on a terminé à 7h30 du matin. Ok. On a dormi, quand même un peu. On s'est réveillé vers midi, on a regardé le message qu'il nous a envoyé et c'était genre, les gars, je pense que vous pouvez faire mieux là-dessus. Et nous, on s'est regardé, on m'a dit, frère, on a passé la nuit entière à travailler là-dessus. Comment est-ce qu'il peut nous dire ça, hein? Et en fait, au final, ça fait plutôt 2 mois et que on a refait, on a regardé, on a appliqué ce qu'il a dit, qu'une autre personne a dit, on se dit, mais il avait tout raison. C'était vraiment de la merde. Avec du recul, parfois, quand on prend conscience que le négatif, parfois, peut être très positif. Ça transforme les choses et ça permet de créer mieux, en fait. Mais même, tu vois, parce que pour quelqu'un comme lui, il a rien à gagner, mais il a rien à perdre. Enfin, il va nous dire, ta présentation, elle est bien. Mais là, tu vois, il nous dit, OK, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et au final, ça va
énormément nous aider parce que c'est quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience que toi qui vient te dire ce qui va pas dans un truc qui derrière va énormément t'aider à justement sécuriser d'autres personnes comme lui, à avoir plus de visibilité, alors qu'un mec qui c'est la fin d'un mentor. On apprend aussi à décider et à te dire parfois que tu peux avoir tort en fait finalement. Ouais. C'est parfois la vie elle a cette tendance à t'amener des petits messages comme ça, tu vois. Ouais. Qui au début toi tu imagines que enfin tu fixes ça par rapport à ton projet et par rapport à cette nuit. Il peut y avoir tellement d'autres histoires dans l'avenir qui vont être similaires, voire peut-être plus importantes. Et le fait d'avoir ces personnes qui te donnent un avis contraire, ça te permet vraiment de réfléchir. C'est intéressant pour développer des projets. Moi, je vais jusqu'à dire, il faut s'entourer des personnes qui vont vous taper dessus le plus. L'autre jour, on essayait de recruter des gens pour nous donner des conseils sur notre marketing. Et je me souviens, au final, celle qu'on a fini par prendre, c'est celle qui nous a le plus critiqué. Genre, moi, j'attendais d'avoir une interview avec un mec qui me dise, ce que t'as fait, c'est nul. Il faut qu'on fasse ça, tu vois. Parce que toutes les personnes qui m'ont dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, elles savaient pas qu'en fait la campagne qu'on avait fait avec cette pub, elles avaient pas marché et que du coup ça ne marchait pas. Donc moi j'attendais vraiment la personne qui vienne me dire bien critiquer c'est de la merde, tu vois. Après tu peux avoir deux chemins, pas de bonne façon d'avoir un avis de toute façon. Mais en fait c'est de trouver les bullshitters au vrai. Parce que le mec qui veut avoir un emploi facile, il va venir te brosser dans le sens du poil, il va te dire moi je suis là pour te conseiller, pour donner des conseils. Ce que t'avais là c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Mais après, c'est pas comme ça qu'on avance. Ouais, c'est ça. Si c'est quelqu'un qui te connaît un peu, bah, il va parfois t'aller dans ton sens pour te faire plaisir. Ouais. Alors que le meilleur moyen, au final, de se construire, c'est un peu le système de mentorat, c'est un peu ce qu'on a nous avec Cyril et Yuri, tu vois. Ouais. Donc, je prends surtout l'exemple de Cyril, parce que c'est souvent lui qui va rentrer dedans, tu vois, qui va vraiment te dire les choses. D'ailleurs, il y a un exemple de jour avec Flo quand, je sais pas si tu vas en parler, mais, tu vois, il a fait une remarque à Flo, qui pour le coup, bah, c'est vraiment purement ce qu'il pensait, tu vois. Et, c'est une très bonne phrase qu'il lui a dit. Et, c'est vrai que nous, ils font pareil, tu vois. C'est que, ils vont jamais te dire quelque chose pour te faire plaisir, ils vont dire ce qui est réellement de la situation, tu vois. C'est vrai qu'on est dans une équipe où on se booste, où on se pousse vers le haut, et c'est sympa parce que du coup, tout le monde est dans la même énergie. Et c'est pour ça que tu parlais de l'entourage. Maintenant, moi, si je peux me permettre, par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense que c'est pas forcément le fait que ce soit positif ou négatif ce que la personne va dire. Oui. C'est quelle est sa connaissance et est-ce que cette personne, elle a ce que tu veux? Est-ce que cette personne, elle a obtenu des résultats? Parce que parfois, donc il y a les deux chemins pour moi. Il y a le chemin où il faut écouter ces personnes qui nous critiquent, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi ce chemin où tu peux décider d'affirmer ton positionnement. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir te critiquer ou te diminuer, ou en tout cas t'amener des commentaires négatifs sans avoir la connaissance. Et là, ça peut être dangereux parce que si tu décides de les suivre... Quand je dis rentrer dedans, c'est juste... ne pas avoir peur de dire les choses. De dire les choses, c'est ça. On l'a compris, mais c'est pour que tout le monde puisse qu'on peut. Il faut faire attention aussi à la connaissance et à l'information que peut posséder. Parce que aussi, je suis assez susceptible dans les cas où c'est gratuitement trop poussé. Où c'est pas constructif. C'est purement pour lâcher un pic. C'est ça. Mais là, ça peut peut-être apprendre à lâcher prise, tu vois. Même il y a certaines expériences dans mon entreprise où ça a mal tourné, où j'ai dû séparer deux personnes parce que à la base, c'est des amis, c'est toujours mes amis, mais juste que ça fonctionnait pas et qu'à certains moments, il faut différencier le perso et l'entreprise. Et si j'ai un conseil à donner vraiment sur l'entrepreneuriat, pour les gens de notre âge qui ont peut-être pas juste les plus gros moyens et la plus grosse expérience, c'est faites vraiment attention avec qui vous entourez, parce que ça peut être ou votre plus gros levier, votre plus gros boost ou votre plus gros frein. Il n'y a pas un entre deux. La charge mentale et psychologique de vous dire, il y a 4 personnes là qui sont supposées travailler, il y en a aucune qui travaille, je suis la seule à travailler. Est-ce que ça va me donner envie de travailler encore plus pour rééquilibrer, ou est-ce que je vais me dire attends, ils sont 4 à pas travailler, est-ce que moi aussi je vais pas, c'est bon. Alors que moi j'ai eu énormément de chance parce que mon cofondateur Marco Besana, c'est une locomotive. C'est-à-dire il y a pas un plus gros travailleur que je connaisse sur cette terre. Il faut être entouré de gens qui travaillent. Et donc le mec qui serait à 5h du mat, c'est lui qui a en charge la partie des écoles. Donc c'est lui qui a rédigé en partie le cursus pour les écoles de 36 semaines. Il s'arrête à 5h du matin. Il va courir à 5h30, douche froide, mais des années. Il revient et pour ça moi je fais pas. Et à 7h30, mais ça il y a des limites. Et à 7h30, il est assis à son bureau et il travaille jusqu'à 21h et il va se coucher à 21h. Et il a des résultats. Et le résultat est formidable et je suis vraiment très c'est ça que ça fonctionne. Hein. Vraiment mais ça, très heureux de l'avoir. C'est difficile à la partie que tu viens de dire. On saisit jamais assez l'importance d'être bien entouré parce que parfois on pense être bien entouré. Et on pense aussi pouvoir le faire nous-mêmes. C'est ça, exactement. Moi, le nombre de fois où j'ai pensé pouvoir construire mon site de A à Z, en effet, j'ai appris, et maintenant, j'en suis à mon 3e. Au début, je voulais pas de conseils, je voulais rien du tout. Je me disais, moi, je veux être autodidacte et tout, parce que tous les plus forts, ils sont autodidactes. Au final, oui, mais il faut pas s'attendre non plus à ce que premier essai, pour autodidacte, ChatGPT, tu vas m'aider à faire ça va être parfait. Non. Dans la théorie, de toute façon. Ça, c'est, dans la pratique, après, c'est jamais comme ça. Si tu t'entoures mal, de toute façon, la vie, elle va bien te recadrer, hein. C'est ça, elle va bien te montrer le chemin. Tu vas là où tu dois aller, avec qui tu dois aller, parce que depuis que nous, on est dans ce groupe,
En tout cas, on parle ici un peu de Sigo, où on fait de l'investissement. On est que finalement pour l'instant 4. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour et beaucoup de partenaires. Mais à 4, c'est ce temps et C'est un noyau de 4 et on peut pas passer par Bruxelles sans aller au bureau. Oui. Imagine que on est motivé d'aller au bureau. Il y a des gens qui vont avec des pieds de plomb, nous, aussi, tu vois, on a envie d'y aller, quoi. tu te lèves le matin, tu vas au bureau. En fait, on est un noyau d'entrepreneurs où tout le monde travaille. Je pense que Yuri et Cyril, par rapport à nous, c'est des extraterrestres réellement. Tu vois, c'est des gars qui sont réellement exceptionnels dans leur façon d'être et ils travaillent tout le temps réellement. Yuri est parti en vacances, il a pris son PC avec, il travaille en vacances. Cyril est parti en vacances, pareil, tu vois. Et ces gars-là n'arrêtent jamais. On a la même vision, la même mission et surtout, C'est ça. il faut avoir l'envie. Après, il faut saisir les opportunités. Parce que parfois, il y a des personnes qui viennent dans ce bureau, qui est pour moi un hub d'entrepreneurs où il y a beaucoup d'échanges et ils saisissent pas les opportunités. Ils restent là, ils attendent. Bon, après, moi, je trouve toujours que c'est bien d'attendre au bon endroit. Ouais. Tu vois, si tu veux devenir riche et que t'as pas de business, viens attendre au bon endroit. À un moment donné, il y aura bien une opportunité qui va se dessiner. Tu vas chez Sigo et Voilà. ça va. Il y a un moment donné où ça va venir. Il faut aussi savoir les saisir. Et il faut aussi être la bonne personne au bon moment. Ouais. Parce que si t'es pas la bonne personne au bon moment, ou si t'es au bon moment et pas la bonne personne, ça va pas fonctionner non plus. Là, on parle des workaholics. On parle des gens comme nous, je pense ici aussi. Enfin, comme Cyril et Yuri. Oui. Comme Cyril et Yuri qui sont H24 dans notre travail. Ils ont une famille. Ouais. Ouais. Qui acceptent ça. Hein. C'est ça. Yuri, il est en couple avec sa copine depuis 8 ans et Cyril, par contre, lui, c'est un peu un solitaire. Ok, bah Marco, c'est à peu près ça aussi. Un Elon Musk. Il est très solo, dédié aux résultats. Tu sais où il va aller. C'est donc ça. il est pas distrait par le reste. C'est ça, lui aussi. Mais moi, perso, c'est quelque chose avec lequel je ne me verrai jamais en accordance, en accord. Il faut un mix, hein. Moi, Je suis les deux. mon vrai but, tu vois, dans la vie, c'est pas d'être multimillionnaire. Moi, mon but dans la vie, c'est, tu vois, de pouvoir avoir une famille et de vivre convenablement. Et c'est très bien ce que tu dis parce que je pense aussi que c'est une partie importante au niveau de la santé mentale aussi. C'est ça. tu vois. Mais ça fait 4 ans que je suis avec ma copine. Elle m'a vu avant l'entreprise et pendant et maintenant. Et je pense que elle contribue énormément au progrès de celle-ci parce que justement, ça me permet de rafraîchir l'esprit. Par exemple, cette année-là, j'ai pas pu beaucoup la voir parce qu'elle était en Cagne. Ok. Et Cagne, c'est goulag version études. Ok. C'est une bonne comparaison. Voilà, mais c'est vraiment ça. Donc on n'a pas pu beaucoup se voir. Et tu vois, des fois, du coup, moi aussi, j'étais enfermé dans ma chambre pendant une semaine entière avec un rythme pas comme celui de Marco parce que je travaillais jusqu'à 4h du mat et je me levais à 11h30, tu vois. Donc au moins, Speak ne dormait jamais. Mon entreprise ne dormait jamais parce que un des deux cofondateurs était debout en permanence. Et sauf que après, dans la tête, ça va pas, quoi. J'ai pas fait un burn-out, mais Et puis, je pense qu'il faut, tu vois, il faut se Mais à un rappeler moment- de pourquoi tu le fais au départ. c'est ça. Ouais, c'est les sources. Parce que parfois, on le fait au départ pour vivre, pour profiter de sa famille, pour profiter des gens qu'on aime. Et finalement, on sacrifie énormément de temps. Et au moment où on arrive à cet objectif, peut-être que tout ce pourquoi tu te battais n'existe plus, en fait. Ouais. Et ça c'est un gros choc. Moi, j'ai eu ce choc, tu vois. Mais avec Faustine, donc ma petite amie, on a eu souvent de fois ce type de discussion sur ce que l'avenir avait. Parce que voilà, dans le milieu business, entrepreneur, on a souvent l'habitude de voir les exemples, je sais pas, de ceux qui ont le plus réussi et qui voyagent en permanence, ils font un pays tous les jours, C'est ils ne peuvent jamais se poser. c'est pas le réel monde. C'est pas sûr. le réel monde. Si Et c'est surtout pas à quoi j'aspire, personnellement. J'aspire pas à être dans l'avion Mais je tous pense les qu'il y a jours. beaucoup de gens qui savent pas pourquoi ils font les choses, tu vois. Ils font des projets ça. pour faire des projets. Et donc, ils réfléchissent pas à la stratégie et au plan pour atteindre leurs réels objectifs, leurs rêves. Finalement, on vit pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos objectifs. faire des choses tout simplement. Pour vivre. Faut avoir un plan, je pense, sur la sphère personnelle et sur la sphère sociale. Est-ce que, enfin, ça c'est ma vision d'entrepreneur un peu idéalisée. Parce que bien évidemment, il y a rien de mal avec ça. Il y a l'entrepreneur capitaliste qui fait un projet parce qu'il y voit un gain économique. Et il y a aucun souci avec ça. Moi, je suis plutôt un entrepreneur social, parce que j'ai pas envie de dire ça non plus, parce que il y a quand même pour but de faire de l'argent. Mais je trouve que dans mon cas, il faut bien savoir mixer le but que tu as pour ton impact sur la société et celui que tu as pour ta vie à toi personnelle et ta relation avec ta famille, avec Dieu, avec tes amis. Est-ce que tu aurais retenu un conseil que ton grand-père Bernard Tapie t'a donné? Mon grand-père, c'était quelqu'un qui m'était très 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 proche. On était très proches entre nous. Beaucoup de gens pensent que, comme c'était une superstar, il était occupé à faire autre chose, sauf que c'était un grand-père assez exemplaire, pour être tout à fait honnête. T'as été beaucoup avec lui, t'as passé beaucoup de moments avec lui. Beaucoup avec lui. On a pu parler business, mais pas beaucoup. On a beaucoup parlé famille avec mon grand-père. Et le plus gros conseil que j'ai eu, c'est que la famille, et c'est très basique de dire ça, mais
vous voyez que même dans ces niveaux-là, on peut dire de réussite. En tout cas, dans son cas, la famille, ça a toujours été le numéro 1. Est-ce son moteur à ton grand-père? Son moteur, je ne sais pas. Je ne pense pas, non. Ce n'était pas son moteur parce que il aurait pas fait de politique. Ok. Il a été un peu martyr de la politique française. Et donc, à notre détriment. Parce que, par exemple, il s'est séparé des Didas pour faire de la politique. Là, c'était pas pour nous qu'il l'avait fait. C'était pour la société française. Parce qu'il avait des vrais idéaux. Comme je le disais, c'était le mix entre le personnel et ce que tu aspires à faire pour la société. Lui, il aspirait énormément de choses pour la société parce qu'il le pouvait. Parce qu'il avait cette plateforme. Il avait cette passion pour les gens comme lui qui venaient de rien. Je pense qu'il a réussi à me transmettre pas mal de valeurs qu'il a su garder au long de sa vie parce que c'était quelqu'un d'honorable, avec un immense respect pour tout le monde. On peut dire qu'il venait d'un milieu modeste. Peut-être au départ, il parlait beaucoup de ce fait que les personnes issues d'un milieu modeste n'avaient pas beaucoup accès à la parole. Parce que finalement, ton jeu, ton projet, c'est aussi ça, c'est donner Je pense que tu m'as démasqué. Oui, c'est ça. J'ai pas envie de dire détendre son coma parce que voilà, j'ai à deux planètes différentes pour l'instant, mais je vais le rattraper, il faut pas s'inquiéter. On te le souhaite. J'ai été beaucoup touché, oui, par son histoire et par tout ce qu'il a pu partager, parce que finalement, c'est ce que j'ai pu ressentir. Et quand il parle vrai. Ah oui, il a jamais bullshité une fois dans sa vie, je pense, à la télé, par exemple. Quand il parlait aux Français, il parlait aux Français. À part le fait de donner la parole, de pouvoir donner la parole au peuple français, tu penses qu'il y a autre chose qui l'a drivé à se lancer là-dedans? Dans chaque humain, il y a une part de personnel et d'ego. Je pense que à la sphère personnelle, ça lui a fait du bien de montrer aux gens de quoi il était capable. Lui qui venait du 93, de ses parents, de montrer à ses parents, de montrer à tout le monde de quoi il était capable. Je sais pas si il a vraiment réussi avec ses parents parce que voilà, il avait une relation assez spéciale avec son père. Mais je sais qu'en tout cas, pour nous, pour cette partie de la famille, c'était un vrai modèle, voilà, qu'on a tous essayé de suivre du mieux qu'on pouvait. J'ai pas envie de devenir comme mon grand-père, mais si j'arrive à être aussi juste, j'ai envie de dire, que lui sur l'aspect moral et sociétal, dans la priorité que tu mets aux choses, lâcher une affaire à 2 milliards comme Adidas pour se lancer dans la politique, je pense que ça dit tout. Et d'avoir un vrai but, réellement. Voilà, ça te montre de l'argent, quoi. La vraie détermination d'une personne. Et c'est pas encore une fois le pouvoir. Parce que le pouvoir, on a plus de pouvoir étant le PDG d'un groupe comme Adidas qu'en étant ministre de la ville. C'est clair. Mais c'était vraiment pour un point de vue idéologique, je dirais. Comme d'autres politiciens, c'est pas le seul à faire ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment là pour se combattre pour leur idée. Mais pas assez, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a donné comme conseil? Je pense que le conseil qui a le plus résonné avec moi, je te l'ai déjà dit, mais c'est vraiment de mettre la famille. Parce que c'est ça qui est important. Parce que je m'engueulais tout le temps avec ma petite sœur. J'étais un grand frère atroce. J'étais vraiment un mauvais grand frère quand j'étais petit. Au début, j'étais très bien comme enfant unique. Alors, c'est quand ma petite sœur est arrivée à la peau, j'étais pas très content. Donc, j'étais vraiment pas un bon grand frère pour aller frères avec tous les frères et sœurs. Ensuite, j'ai essayé de me rattraper parce que honnêtement, j'en étais pas très fier. Et mon grand-père, c'était vraiment celui qui était en permanence à me dire, mais Louis, ta petite sœur, c'est vraiment, c'est elle que t'es sûr de garder toute ta vie, comme ta mère, tu vois, c'est la famille, peu importe ce qui se passe, il faut toujours que ce soit en premier. On a un clan, il faut pas qu'on se sépare parce qu'à la fin de la journée, c'est tout ce qui nous reste, c'est les gens qui seront enterrés à côté de nous, c'est le sang. Voilà un peu sa pédagogie et ce que j'ai essayé d'appliquer. Si voilà, comme tu disais dans la rhétorique, ce qui m'a inspiré à faire ça, je vais pas vous cacher que j'ai regardé tous ces débats en boucle et que je suis assez fan de sa manière de parler en public et de sa manière de s'exprimer, de sa manière de montrer ses convictions. Il avait pas peur de dire les choses. Et n'ayant jamais mais surtout à l'époque, c'était encore peut-être plus difficile. Il y avait une manière de dire les choses et c'était peut-être un des premiers à arriver et taper du poing sur la table finalement. C'est vrai. De la manière dont il l'a fait, c'était sûr que c'était le seul. Mais il y a personne qui a fait un débat contre Le Pen comme il a fait lui. Mais ça vient de la rage, ça vient de ces débuts et des difficultés que tu vis. C'est ça. T'as envie simplement de parler vrai. C'est ça. Aujourd'hui, on parle pas vrai. Aujourd'hui, on parle politiquement correct. Il y a une photo que j'ai adorée sur ton profil, c'est la photo, ça statue devant le stade de l'OM. T'as vu? Ça, c'est quand même magnifique. Ça, il faut remercier mon père et lui quasiment uniquement parce que c'est lui qui a géré la totalité du projet. C'est incroyable. Voilà. C'est un bel hommage à lui. Et pour être honnête, mon père est autant, si ce n'est plus, un rôle modèle que mon grand-père. Parce que je le vois au quotidien et je le vois travailler, mais comme je n'ai jamais vu quelqu'un travailler au quotidien pour essayer de relever la barre de la famille. Parce que mon père, c'est un entrepreneur né. Il a monté sa première entreprise à 20 ans. Donc à peu près comme moi.
Et il a monté à l'ESCP comme moi. Parce qu'il il a tissé les traces de... C'est ça. Bon, lui, il a fait la grande école. Moi, je suis en licence, c'est beaucoup moins stylé déjà. Je suis pas passé par mes prépas, c'est un peu le truc... C'est pas grave. Donc voilà, mon père, je suis extrêmement fier d'être son fils, par tout ce qu'il fait, par sa gentillesse, par son humilité et le temps qu'il peut dédier à sa famille. Parce qu'encore une fois, quand on a un père ou quelqu'un de sa famille qui peut travailler des heures, des fois à la fin, il a envie de partir faire un peu de temps tranquille. Sauf que quand il a fini de travailler sur sur ces trucs pendant 36 heures la journée, tu vois, le truc what, il vient m'aider encore 2 heures sur mon projet pour m'aider. C'est incroyable. Et donc, il arrive à t'aider vraiment, à donner des conseils. Honnêtement, au quotidien, je lui demande pas beaucoup parce que je sais qu'il est extrêmement pris. T'as déjà vu forcément le TikTok de Zeus à Monaco, tu vois, qui Zeus. Ouais. Et moi, j'ai déjà vu un TikTok devant le casino de Monaco où il ouvre le cockpit de cette voiture justement, où il rentre dedans, etc. Et est-ce que du coup, Delage a vendu une voiture à cette personne? Non. Donc c'est une voiture qui lui a été prêtée. Non. Alors c'est quoi? Il a vu la voiture, il a dit est-ce que je peux rentrer dedans? Réellement? Ouais. Ok, voilà, le débat est clos du coup. Zeus c'est un menteur. Je sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas, mais je sais que ça s'est fait un peu on the moment. Ok. Si vous voyez un influenceur dans une voiture à 2 millions, ça veut pas dire qu'elle est à lui. Voilà, c'est le mot de la fin de ce podcast. Merci Louis, en tout cas. Merci. Quoi à vous, et vraiment, c'est un vrai plaisir de voir des jeunes comme nous entreprendre et faire un truc. Tu vois, nous on se relie un peu parce qu'on est tous les deux sur le partage, sur la parole, Exactement. sur l'expression, et on sait que c'est important. On sait que c'est avec ça qu'on va arriver dans une société florissante, c'est en échangeant des idées. Si tu devais du coup donner un conseil à un jeune entrepreneur ou juste à quelqu'un qui a des projets, qui a des rêves et qui veut se lancer, ouais. Qu'est-ce que toi actuellement, avec ton vécu et ce que tu as eu autour de toi, tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un? Ça va peut-être vous parler. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne cherchez pas à réussir dans la vie, mais battez-vous à tout prix pour réussir votre vie. Merci Louis. Merci Louis et bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup Ilan, merci beaucoup Florian. C'est un vrai plaisir. En tout cas, un grand merci d'être venu de France juste pour le podcast. C'est un réel plaisir, réellement. C'était un kiff, et surtout avec ce magnifique événement, ce magnifique lieu, et bravo pour tout ce que vous faites. Et surtout les gars, restez branchés parce que avec ce monsieur ici, il va y avoir énormément de contenu qui va arriver en France. À très vite.